Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes président de la Commission des Finances, député Les Républicains de l'Oise. On va parler d'abord de l'élection européenne, puisqu'elle s'approche. Dans 10 jours, les Français, moins d'un Français sur deux votera probablement. Et on entend ce matin que les relations se tendent entre la France et l'Allemagne. Angela Merkel parle de confrontation, même si après le mot a été atténué. Et Emmanuel Macron assume en disant qu'il vaut mieux une confrontation constructive qui va vers le compromis que des rapports stériles. Inquiet de cette évolution? Visiblement, les rapports sont assez étranges entre la France et l'Allemagne. Ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, mais il y avait des rapports dans la continuité extrêmement positifs. Et c'est ce qui entraîne l'Europe. Il suffit de voir que tous ceux qui ont essayé de faire autrement n'ont pas réussi. Ils ont tous essayé. Je veux dire, tous les présidents. Certains ont essayé. Je pense que Nicolas Sarkozy, par exemple, avait essayé de se dire qu'il fallait rompre avec l'idée qu'il y avait uniquement un couple franco-allemand. Voilà, il fallait introduire l'Angleterre. Introduire l'Angleterre, l'Italie, il y avait un peu plus de collectifs. C'était une idée importante. Mais François Hollande s'était appuyé sur l'Europe du Sud. Bien sûr. Donc on s'aperçoit que c'est vrai, mais ça ne fonctionne pas si le couple franco-allemand il n'est pas fort sur l'essentiel. Et là, ça se tend. Ça se tend, visiblement. Je ne sais pas s'il fallait interpréter les propos de Mme Merkel de cette façon-là, mais enfin, a priori, plutôt oui. C'est qu'il y a une divergence sur beaucoup de choses. On était en convergence sur pas mal de choses. Il y a beaucoup de divergences pour plein de raisons, notamment sur des raisons. Il y a les raisons probablement de relation avec les démocraties de l'Est. Et puis il y a aussi des raisons économiques, et tout particulièrement la place et le rôle de l'Allemagne dans le commerce international. L'Allemagne est prête à céder beaucoup plus que la France, qui est moins exposée. Trump aux Américains, aux Chinois, à accepter beaucoup, alors que la France est prête à accepter beaucoup moins. Et donc je veux dire, nous, la France, qui avons raison dans ce duo un peu fraternel et parfois fratricide. En tout cas, on n'a pas raison d'insister sur ce qui fâche. On doit au contraire continuer à expliquer et jouer la carte de l'Allemagne. Si on ne joue pas la carte de l'Allemagne, évidemment, les choses se passeront mal pour l'Europe. Sur le plan économique et budgétaire, on voit qu'on n'avance pas sur beaucoup de dossiers. Cette commission va s'arrêter dans peu de temps. On attend toujours des résultats, notamment par exemple sur l'impôt sur les sociétés. Une fiscalité qui converge, c'est très important. Il y a tellement peu de domaines. Une position commune vis-à-vis de la fiscalité sur les activités du numérique. C'est absolument essentiel. Et qu'est-ce qui empêche ça? Est-ce que c'est la faiblesse de la Commission? Est-ce que c'est le désaccord général entre les 27 ou les 28? Est-ce que c'est le manque d'ambition? C'est des intérêts divergents, des intérêts de nations parfois qui sont assez divergents et souvent des intérêts de court terme. On parle souvent de l'industrie automobile allemande, mais enfin nous aussi on a une industrie automobile, donc il y a parfois des intérêts de court terme. Et puis on cède parfois à l'essentiel, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'Europe n'a pas fait ce qu'elle devait faire dans le domaine de la recherche. L'Europe devrait être plus puissante dans ce domaine-là. Quand on regarde l'évolution des Chinois et des Américains, mais aussi surtout des Chinois, sur la 5G, sur l'intelligence artificielle, sur tous ces sujets, sur les énergies, sur les capacités d'avoir des énergies renouvelables plus puissantes, l'essentiel de la recherche est aujourd'hui en dehors de l'Europe, quand on la mesure en termes de milliards d'euros. Puis in fine, on sait bien que c'est les milliards d'euros qui font la différence, parce que la qualité des chercheurs, nous l'avons. Et on voit bien que dans tous ces domaines-là, le risque de prendre du retard sur l'ensemble des autres grands empires devient très, très puissant, et que la capacité du couple franco-allemand à réagir ensemble pour après entraîner l'Europe a bien du mal à se faire entendre. C'est tout cela qu'il faut tenter de rectifier. Je ne suis pas sûr qu'avec la remplaçante d'Angela Merkel, les choses se passent si bien. Elle-même est surnommée des AKK, positions elle difficiles. est dure, elle est plus raide même que Angela Merkel, en tout cas pour Oui, l'instant. oui, elle est... Oui. Comment est-ce qu'on fait pour changer les choses? Je veux dire, est-ce que tout dépend de la Commission? Est-ce que tout dépend du Parlement? On va vers un Parlement qui sera un lieu de compromis avec des forces social-démocrates, de droite et puis probablement du centre qui vont chercher des majorités. Est-ce que c'est ça qu'il nous faut? Non, il faut un Parlement, au contraire, beaucoup plus structuré que cela. On voit que la liste de Mme Loiseau, on est à quelques jours des élections, donc il faut essayer de dire les choses. La liste de Mme Loiseau, elle n'a pas d'existence européenne.
Elle se fondra, on ne sait pas très bien comment elle siégera, la recomposition, enfin, il y a 1000 hypothèses, donc on ne va pas le sujet, c'est pas tellement d'avoir des hypothèses, c'est d'avoir des réalités. Les Républicains, on sait à peu près où ils habitent, où ils habiteront. Ils habiteront au PPE, c'est-à-dire un parti de droite, enfin une structure de parti de droite. De droite au pluriel. Au pluriel, oui, mais ça dépend des pays. Non, c'est pas gênant. Non, c'est pas gênant. C'est la polémique sur Viktor Orban, le Premier ministre. Oui, mais c'est des polémiques un peu montées. Je trouve d'abord, on ne peut pas totalement faire attention à ce qu'on dit des autres nations européennes. La division de la droite n'est pas une très bonne idée. S'il y a des lignes infranchissables qui ont été franchies, il faudra en tenir compte. D'ailleurs, pour l'instant, le parti de M. Orban est suspendu du PPE. Il reviendra. On verra tout, mais on verra tout cela. On ne peut pas donner des leçons de libéralisme partout. Soit la liberté, les libertés essentielles sont fortes dans ces pays, soit elles sont remises en cause. Si elles sont remises en cause, ça pose d'autres problèmes. Je n'ai pas l'impression qu'on ait passé ce cap. Vous ne vous opposerez pas au retour du parti de Viktor Orban dans le PPE? Non, si les valeurs du PPE restent les mêmes. Les valeurs du PPE doivent être les mêmes, c'est-à-dire les valeurs d'une droite ouverte, d'une droite qui protège, d'une droite, mais aussi d'une droite conquérante. Quand même, l'idée de l'Europe, c'est pas uniquement de se reclure, de se protéger à la mode du Front National. C'est aussi d'affirmer l'euro comme une monnaie internationale. L'euro, elle a perdu des parts de marché par rapport au dollar depuis toutes ces dernières années. Il n'y a aucune raison de ne pas remettre l'euro et de ne pas faire de l'euro dans les années qui viennent une monnaie d'échange international qu'elle devrait être, alors qu'on voit bien que la monnaie chinoise tente de le faire. Bon, tout ça nécessite beaucoup de travail, d'adhésion politique, c'est pas évidemment et de cohérence technique, et de cohérence. Et cette cohérence, on peut l'obtenir au sein du PPE si on vote massivement pour les listes qui composent le PPE. Alors à propos de voter massivement, pour l'instant les sondages sont hésitants. François-Xavier Bellamy est crédité de 13, 14, mais même 10% seulement dans certains sondages. Un sondage, Sofres, qui le donne très bas. C'est quoi? C'est l'effet qui s'estompe? Je suis un peu surpris. C'est pas ce qu'on entend. Et mes collègues députés pensent exactement la même chose. C'est pas trop ce qu'on entend sur le terrain. Il y a encore eu un meeting hier à Paris qui était très réussi, une ferveur, et en tout cas une unité de droite qui commence à se recomposer. Alors c'est assez logique. On est plutôt on est loyaux nous sommes loyaux vis-à-vis de notre famille politique, on l'a toujours été, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, et dans une campagne électorale, on fait bloc. C'est le cas aujourd'hui, ça a toujours été le cas, et c'est le cas aujourd'hui, et c'est extrêmement important. Et c'est peut-être plus le cas qu'auparavant, puisqu'on a une idée d'une droite fractionnée. Dans cette campagne, elle ne l'est pas. Les uns et les autres, nous apportons notre soutien sans condition à la liste de François-Xavier Bellamy. Mais derrière tout cela, il faut aller plus loin, il faut en faire profiter de cette unité pour commencer à construire une réponse alternative à Emmanuel Macron qui, je pense, nous emmène dans une impasse en réalité. Bon, la droite est unie sur les élections européennes. Elle n'est pas sur tous les sujets. Je pense à la privatisation d'Aéroports de Paris. Une partie de la droite, pas vous, a participé à cette espèce de coup d'éclat qui a mis en piste la procédure du référendum. Ça va durer probablement 18, peut-être 20 mois. Et le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, s'apprête, semble-t-il, à valider le principe de la privatisation d'Aéroports de Paris au travers de la loi Pacte. On en est où de cet imbroglio? Comment on en sort? Écoutez, on a employé, en tout cas les députés qui le souhaitaient, ont employé un outil à leur disposition, donc on le fait fonctionner. On parle beaucoup de référendum en ce moment, donc il y aura, en tout cas, on est dans un processus qui peut conduire à un moment donné à un référendum d'initiative partagée, ou pas, c'est certain que ça bloque le dossier. Moi, je pensais que c'est très difficile d'émettre des signaux contradictoires, surtout dans un monde qui est de plus en plus où on ne comprend plus rien. Donc vous regrettez qu'une partie de votre famille politique nous avons critiqué ce choix de mettre ADP en premier. Il y a d'autres participations de l'État qui auraient pu être réduites, que les conditions globales, techniques, financières sont assez curieuses. Regardez ce fonds de l'innovation, il est totalement critiqué aujourd'hui par la Cour des comptes, avec les mêmes termes que celui que nous employions il y a quelques semaines et quelques mois dans l'hémicycle. Mais émettre un signal contradictoire, nous sommes favorables aux privatisations. On est favorables à ce que l'État ne détienne pas, mais pas pour l'aéroport de Paris, en tout cas pas tout le monde. Un certain nombre de choses. Voilà. Mais pour revenir sur la liste européenne, on peut créer une surprise. On le dit, nous le disons, on le dit dans les meetings où nous allons.
on peut créer vraiment une surprise. Parce que quand on regarde La République En Marche, honnêtement, elle ne devrait pas être à ce type de score, car la confiance pour le président de la République n'est plus là. Il est en train de personnaliser totalement les choses. Mme Loiseau, elle est passée au second rang. Oui, je pense qu'il a tort. Il a tort de jouer, en quelque sorte, le vote utile face à Marine Le Pen. Oui, le vote utile face à Marine Le Pen, c'est la liste des Républicains. Le vote utile, c'est d'avoir une politique de droite et pas une politique où on dit de temps en temps qu'elle est de droite et de temps en temps qu'elle est de gauche et qu'on voit bien que en même temps conduit en réalité la France dans une impasse. Et puis, donc le vrai vote utile, c'est d'offrir une alternative à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est très fragilisé, c'est un président aujourd'hui plus incantatoire qu'en réalité actif. Et la vraie solution, c'est évidemment de permettre à la droite de se reconstruire autour de l'idée européenne. Il vous reste une dizaine de jours pour en convaincre le maximum de gens. Merci Éric Woerth. C'est déjà pas mal.